Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit débriefing sur l'épisode numéro 5 des Anneaux de Pouvoir, la série de Seigneur des Anneaux. Alors, sur cet épisode, particularité, cette fois-ci on verra les histoires de chacun, donc de Nori, d'Elrond et compagnie. Alors on va commencer d'abord par Nori. Nori, c'est vraiment la partie où il ne se passe pas grand-chose finalement. Alors il y a beaucoup d'actions, certes, mais par contre au niveau scénaristique, ça n'avance pas énormément. Donc souvenez-vous-en, Nori et sa famille étaient partis faire l'espèce de pèlerinage des Harfoot, aidés par l'étranger. Et en fait, à un moment donné, on voit bien que l'étranger commence à parler, il commence un petit peu à s'intégrer, Nori commence à nouer des liens avec et tout. Et puis d'un autre côté, on a Sadok qui est un petit peu le leader des Harfoot, qui lui est, il est un petit peu pas trop d'accord que l'étranger soit là. D'ailleurs, il y a d'autres Harfoot comme Vilma et puis Malva qui sont à côté de lui, qui lui expliquent bien qu'elles sont pas très rassurées qu'il soit là. Et puis arrive une scène à un moment donné où Nori, Poppy et Malva sont dans la forêt et ce fameux étranger va les protéger de l'attaque de 3 wargs. D'ailleurs, ici, les wargs, en parlant de ça, ils sont, je trouve, mieux faits, par exemple, que la scène qu'on voyait dans l'épisode, il me semble que c'était l'épisode 4, où on voyait un warg manger un morceau de main, enfin une main, quoi. Là, c'était vachement bien fait. Alors, au niveau design, c'est très spécial, puisqu'on voit un peu des espèces de wargs un peu préhistoriques. Ils ont une espèce de... Ouais, ils sont différents que les wargs qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, par exemple. Je sais pas trop dire si je préfère cela ou pas. Ce que j'aime bien, par contre, c'est vraiment le design qu'ils ont donné pour bien montrer que c'était... Un peu comme les orques d'ailleurs, c'était plus primitif. Donc ça, c'est le côté un peu cool du truc. Ensuite, on a donc l'étranger qui, de nouveau, nous montre qu'il a des super pouvoirs. Encore une fois, moi, je pars de l'idée, il y a comme beaucoup de gens sur le net qui pensent que c'est un mage bleu. Moi, je suis plus dans cette idée-là. Après, ça reste encore une fois l'étranger, on ne sait pas trop ce qu'il est. Et malheureusement, dans cet épisode-là, ça n'aide pas non plus des masses, on ne sait toujours pas qui il est, on sait juste qu'il a des pouvoirs. À un moment donné, en fait, justement, après l'attaque des wargs, il va mettre sa main dans l'eau pour se soigner. Nori va arriver pour le soigner, puis en fait, alors déjà, c'est super bien foutu, il fout la main dedans, puis il y a une espèce de givre qui couvre l'eau, puis son bras et tout. Genre, il est en train de se soigner. Et je ne sais plus exactement, je ne me souviens plus des écrits de Tolkien, mais il me semble que chaque Istari a un pouvoir particulier lié à un élément particulier, l'eau, la terre, etc. Donc j'ai plus souvenir si exactement le mage bleu était lié à un pouvoir, je sais pas, de la glace ou je sais pas quoi, mais c'est peut-être des indices qui peuvent nous faire croire plus à un mage que beaucoup de gens aussi ont dit que ça pouvait être Sauron et tout. Enfin, je sais pas. Enfin bref, en tous les cas, l'histoire de Nori, elle a beaucoup d'action, mais pas grand-chose. Ensuite, la partie la plus intéressante, pour moi, c'est celle de Bronwyn et puis Arondir. Rappelez-vous, ils sont à Ostyris, Ostyris qui est au sud-ouest des Terres du Sud, donc du futur Mordor. Et puis là, si vous vous en souvenez bien, il y avait Waldreg, qui est un petit peu le boucher du village, un peu le leader du village, qui, on apprend dans l'épisode précédent qu'il est un ancien suiveur des forces du mal. Et puis, on a tout le village qui est partagé entre est-ce que finalement on va se soumettre aux forces du mal ou est-ce qu'on va lutter contre les forces du mal. Je rappelle aussi qu'Arondir avait été libéré par Adar pour justement donner le message comme quoi que c'est soit ils se soumettaient, soit ils attaquaient Ostyrith. Donc on a une partie du village qui part en direction des méchants pour se soumettre et d'autres qui restent pour justement protéger Ostyrith et donc tout l'ouest de la Terre du Milieu. Et puis alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir, c'est primo, c'est que on a Arondir, Bronwyn qui, elle doute vraiment, est-ce que finalement les peuples du Sud, comme à l'époque, n'est pas destiné à toujours se soumettre aux ténèbres. Et puis on a Arondir qui essaie de lui dire, il faut quand même se battre. Autre événement important de l'histoire d'Arondir et Bronwyn, on a finalement Théo qui va finalement montrer à Arondir le morceau d'épée, de dague de Sauron. Et puis, alors là c'est très étrange parce qu'en fait ils vont être, à Ostyrith il y a une espèce de haut relief où on voit cette espèce d'épée sculptée dans la roche. Et puis il y a Arondir ou Bronwyn, une des deux, je sais plus, un des deux, qui va dire ouais, finalement c'est pas une épée, c'est une clé. Alors on sait pas une clé de quoi, je vais pas commencer à spéculer, j'en ai aucune idée.
Mais voilà, cette scène-là, pareil, c'est sympa de se dire que c'est une clé, ok, on apprend de nouvelles choses sur cette dague, puisque finalement, en fait, l'enjeu de l'histoire d'arrondir et tout ça, c'est vraiment cette dague, tout le monde est sur cette dague, et il y a un mystère autour de cette dague, comme l'étranger Ponori, bah là c'est la dague, ou l'épée. Après, le truc que je trouve un peu tiré par les cheveux, c'est genre comme par hasard, il va voir la dague, et comme par hasard, il y a un haut relief à Ostiri de cette dague. Après, est-ce qu'ils vont réussir à nous. Enfin, parce que le hasard fait bien les choses, et puis ils vont bien nous l'expliquer plus tard pourquoi Ostérite possède ce haut relief, cette sculpture de l'épée. Mais voilà, mais en tous les cas, ça c'est premier élément. Donc on a tout le village restant qui est au courant que cette épée existe. Et deuxième élément important, on a justement les orques qui vont en direction d'Ostérite pour attaquer, ce qui laisse présager un épisode numéro 6 qui va être assez intéressant en termes d'action. Je pense qu'il y aura réellement quelque chose. Alors ensuite, on a l'histoire numéro 3. Souvenez-vous, on est à Numénor. La reine Myriel, elle, qui décide finalement de prendre part dans la périple de Galadriel, et puis qui avait réussi à allier quand même une certaine partie de la population à sa cause, on voyait vraiment à la fin de l'épisode 4, qu'il y avait des gens qui étaient prêts à la suivre pour combattre Sauron et son armée, enfin sa future armée, puisqu'elle se constitue actuellement. Et voilà, on en était resté vraiment là. Début de l'épisode, on apprend un petit peu qu'il y a une partie de la population, donc ceux qui étaient plutôt contre cette idée-là, qui disent que finalement, Pharazôn laisse les partisans de Myriel partir en fait à une mort certaine, puisqu'ils vont quand même à la guerre, il faut le savoir. Et puis du coup, là j'ai pas très bien compris, il y a Éarienne et Kemen qui eux sont vraiment très inquiets de voir une partie de la population de Numénor partir à la guerre et donc potentiellement mourir sur les terres du milieu. Et donc, Éarienne va dire à Kemen d'aller voir Pharazôn, son père, pour le convaincre de transmettre le message à ses partisans de rester sur Numénor et de ne pas partir sur les terres du milieu avec Galadriel et Myriel. Donc voilà, toute une scène. Et puis justement, il y a Kemen qui va aller voir son père. Et lui, il va lui dire que finalement, ça l'arrange bien qu'il y ait des Numénoréens qui partent sur les terres du milieu. Parce qu'en fait, si les Numénoréens, en compagnie des elfes, réussissent à vaincre Sauron, eh ben, les rois qui sont sur les terres du milieu, je rappelle quand même que Halbrand est un espèce de roi déchu des terres du sud. Donc si le Halbrand, imaginons, reprend son trône dans les terres du sud, Pharazôn il se dit finalement je pourrais avoir il nous sera redevable et donc je pourrais avoir des faveurs en termes commerciaux, politiques et tout ça. Donc lui ça l'intéresse stratégiquement de laisser des Numénoréens partir et que s'il meurt, il meurt, et puis si les Numénoréens et les elfes gagnent, lui, Numénor gagnerait effectivement du pouvoir politique et commercial avec les terres du milieu. Donc lui, ça l'arrange. Et puis après, à côté, on a encore l'histoire avec Isildur. Alors moi, pareil, Isildur, je trouve que c'est un personnage un peu... personnage un peu what the fuck, qui sert pas à grand chose pour l'instant. Même si on sait plus tard ce qu'il va devenir, mais là, actuellement, il sert pas à grand chose, Isildur. Ou genre... Le gars, il veut vraiment faire partie de la flotte qui partira sur les terres du milieu. Sauf que, encore une fois, Isildur, pour les conneries qu'il a fait, etc., on ne veut pas trop de lui. Et justement, il y a Valandil, qui est son meilleur pote, qui, durant une scène absolument dégueulasse, je la trouve complètement dégueulasse, Valandil devient lieutenant de l'armée qui part sur les terres du milieu. Et sur cette scène justement complètement dégueulasse, je vous illustre un petit peu comme ça, mais on voit en fait Galadriel en compagnie d'Elendil, mais surtout Galadriel, dire à un groupe de jeunes, voilà, si vous arrivez à me toucher avec votre épée, c'est vous qui serez le lieutenant de cette armée. Puis là on a une Galadriel qui se bat, genre, moi j'ai vraiment, ce personnage je crois que c'est vraiment à mon sens, à moi actuellement, c'est le personnage le plus raté de la série par rapport à ce qu'on sait d'elle, ne serait-ce que tant dans les écrits de Tolkien que dans les films de Peter Jackson. Enfin, une Galadriel guerrière comme ça, c'est très très bizarre. D'autant plus quand on sait qu'elle est plus vieille qu'Elrond et elle est moins sage qu'Elrond. C'est super bizarre. Enfin, je trouve ça vraiment, je trouve que ça, elle est complètement ratée. Là, il y a une scène où il y a justement Galadriel qui fait une espèce d'esquive vraiment, sortie de ne sais où. Enfin bref, voilà, scène complètement, je l'ai trouvée atroce. Mais enfin bref. Finalement, donc c'est Valandil, meilleur ami de Isildur, qui devient lieutenant de l'armée qui ira sur ces vaisseaux-là. Et puis Isildur va demander à Valandil de l'intégrer dans cette armée, mais Valandil va dire non. Donc voilà.
À la suite de ça, à un moment donné, Isildur, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'aller se cacher sur un des 4 navires qui vont en direction des terres du sud, de la terre du milieu. Et là, en fait, il va se retrouver nez à nez avec Kemen, qui essaie justement, pour éviter que les gens partent, de foutre le feu à un des navires. Et en foutant le feu, il va y avoir une espèce de lutte entre Isildur et Kemen. Et puis, Kemen va tomber, Isildur va le sauver avant que le navire explose. Et il va être considéré un petit peu Isildur comme celui qui a sauvé Kemen, le fils de Pharazôn, donc il sera intégré à la flotte de navires en tant que garçon d'écurie, quoi. Voilà, donc il a vraiment un poste très très bas. Finalement, il voulait être guerrier, puis finalement, il sera juste garçon d'écurie. Donc voilà. Donc, je vous dis, Isildur, ça prend énormément de place pour finalement finir juste en garçon d'écurie pour arriver sur un navire. Donc voilà, c'est pas très intéressant de nouveau. Comme je vous le dis, Aryen, Kemen, ici, ils ont un rôle très très minime, si ce n'est qu'ils font partie de ceux qui ne veulent pas que Myriel et puis les Núménoréens partent sur les terres du milieu. Et puis après Myriel, alors elle, ici, elle va avoir de nouveau un doute, et c'est encore, je trouve, du répétitif, du réchauffé, puisqu'on sait déjà que dans l'épisode 4, Myriel hésite énormément à prendre parti pour Galadriel ou pour être complètement neutre. Ici, on va avoir de nouveau une Myriel un peu hésitante. Et puis son père qui lui dit « Ouais, il faut être partisan avec les elfes. » Là, « Ouais, mais si tu vas là-bas, fais attention parce que tu vas être dans les ténèbres. » Et puis, finalement, est-ce qu'on n'a pas déjà vu dans l'épisode 4 cette espèce d'hésitation où finalement, à la fin de l'épisode 4, on nous dit « Ouais, Myriel, c'est bon. » Elle prend complètement part au combat des elfes. Et puis là, de nouveau, elle hésite un petit peu, machin. Ça tourne. Franchement, là, c'était vraiment un épisode qui était un peu long à ce niveau-là. Je l'ai trouvé pas très intéressant la partie numénoréenne. Elendil, on le voit très très peu, il n'est pas très intéressant ici, enfin en tout cas il n'a pas une grande importance. Donc voilà, c'est vraiment un peu numéro, c'est ça, puis à la fin ils partent, les 3 navires, le 4e ayant explosé à cause de Kemen, 3 navires qui partent en direction finalement des terres du milieu avec à son bord Galadriel, Myriel, Halbrand qui finalement lui était sorti de prison, souvenez-vous il était en prison, il est devenu forgeron. Et puis il accepte son sort d'être effectivement le descendant direct des rois des terres du Sud et il part avec eux. Voilà, il n'y a rien d'intéressant non plus. Enfin, tout était déjà, moi je trouve encore une fois un peu tout téléphoné. On savait déjà que ça allait finir comme ça. La partie la plus intéressante de cet épisode, honnêtement, c'est c'est l'histoire numéro 4, c'est Elrond. Souvenez-vous, il avait réussi à convaincre Durin 4 de les aider à construire la tour de forge en Erégion. On avait aussi, dans l'épisode 4, entendu parler d'un mithril, un certain mithril, qui était un nouveau minerai. On se souvient, Durin 4, il disait voilà, c'est un nouveau minerai qu'on vient de découvrir. Disa l'a découvert en cherchant de l'or. Donc, tout nouveau minerai, que pour le coup, on apprend que, entre guillemets, si on parle dans cette optique-là, on sait que c'est Elrond qui a donné le nom de mithril. Il le dit clairement, donc c'est pas Mithrod, mais mithril, qui veut dire en gros éclat d'argent ou paillettes d'argent, quelque chose comme ça. Et là, on arrive à une scène très étrange, en fait, qu'on voit d'ailleurs dans une partie de cette scène, on la voit sur les trailers, où il y a Durin 4, Gil-galad, Elrond, et qui sont en train de dîner. Et une espèce de... un dîner un peu politique, quoi. Assez hypocrite, on va dire ça comme ça. Et puis, en fait, suite à ce dîner-là, on va apprendre que Gil-galad en fait, avait envoyé Elrond à Khazad-dûm, non pas pour la tour de forge, mais pour le mithril. Donc là, il y a déjà un premier truc que je me pose comme question, c'est comment il était au courant que le mithril était là, sachant que Durin 4 l'a découvert dans l'épisode 4. Il l'a découvert, je rappelle bien, il l'a découvert. Alors effectivement, on a aussi une petite partie où Gil-galad et Elrond mettent en avant une légende qui est la légende de It Aeglir, donc la légende des monts brumeux, comme quoi précédemment dans les anciens temps, il y a eu à un moment donné un affrontement entre un elfe et un balrog, et durant leur affrontement, un arbre au sommet des monts brumeux a été frappé par la foudre, et grâce à ses racines, en fait, ça a créé un pouvoir dans la roche, cette foudre. Alors, petite parenthèse, cette légende est totalement inventée pour la série, elle n'existe absolument pas dans les bouquins de Tolkien, ne cherchez pas, ça n'existe pas. Mais ce serait ça l'origine du mithril. Bref, parenthèse fermée. Du coup, étant donné que Durin 4 découvre ce mithril avec Disa dans l'épisode 4, comment Gil-galad est au courant de ça?
Ça, c'est la première question que je me pose. Parce qu'en fait, finalement, Gil-galad, il explique qu'il avait envoyé Elrond à Khazad-dûm, en réalité pour le mithril plus que pour la tour, et que grâce à ce mithril, il pourrait sauver les elfes de l'extinction, puisqu'en fait, l'arbre qui est dans le Lindon est recouvert de cette espèce de matière un peu noire qui symbolise un petit peu le mal, et que donc, l'arbre symbolisant les elfes, si l'arbre est mort, les elfes sont morts. C'est un petit peu, voilà, c'est une espèce de métaphore. Mais encore une fois, ça pose problème dans le sens où je ne comprends toujours pas comment Gil-galad est au courant du mithril, sachant qu'il a été découvert dans l'épisode 4. Il y a une autre scène aussi, suivante, où on voit Elrond parler avec Celebrimbor, qui lui explique « Je suis désolé de t'avoir caché le problème de l'arbre, parce qu'Elrond n'était pas au courant que l'arbre était envahi par le mal. » Et là, il dit une phrase, en tout cas dans la version française. Celebrimbor dit une phrase « J'ai eu la chance à maintes et maintes fois d'avoir le mithril sous la main, et je peux te garantir que son éclat n'a jamais cessé de briller. » Puisque justement, on sait que dans les Tolkien, c'est toujours la lutte de la lumière contre les ténèbres. Et que donc, pour enlever les ténèbres de l'arbre, il faut un métal qui est toujours éclatant, qui symboliserait les lumières des Valar. Mais encore une fois, ça pose problème, puisque Celebrimbor dit « J'ai eu ce métal à maintes et maintes fois sous la main pour savoir que l'éclat ne s'éteint jamais, mais en même temps, Durin le découvre dans l'épisode 4. » C'est très étrange, sachant que les nains, ça reste quand même, c'est des mineurs, c'est ceux qui découvrent les matières précieuses, c'est toujours les premiers à découvrir ce genre de choses. Là, Celebrimbor, il est déjà au courant que ça existe, et il l'a eu en fait plusieurs fois, sachant que c'est un métal ultra rare. Il y a un problème. Alors, soit j'ai pas compris, soit il y a un réel problème. Voilà. Et donc, à la fin, Elrond dit à Durin que finalement, il lui a menti, qu'il n'était pas venu par amitié, ni pour la tour de forge et tout ça, mais qu'à la base, il était venu pour le mithril, etc., etc. Et puis que c'était la seule chose, le seul pouvoir, le mithril était la seule chose qui pourrait sauver les elfes. Et donc Durin, 4, dit « Ok, donc en fait, j'ai le destin des elfes entre les mains. » Et voilà, c'est fini comme ça. Alors, pour le coup, c'est très intéressant parce que justement, on a cette espèce de twist où on se rend compte finalement que Gil-galad, il en a appris le mithril. D'ailleurs, il y a un Gil-galad qui est plutôt manipulateur et menteur et presque... il a envie de pouvoir. Je ne sais pas si c'est cette image-là que ça m'est ressorti de lui. Mais en même temps, on a ce côté toujours agréable où on voit quand même que Elrond, malgré tout, il a une amitié hyper solide avec Durin 4. Et que donc, du coup son surnom d'ami des nains, dans l'épisode, ils le mettent vraiment en avant dans cette série. Ça, c'est cool. Autre chose de l'épisode qui était super sympa, on a encore une fois plein de prises de vue aériennes de la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, c'est un pays qui est vraiment magnifique et on a le temps de le voir. Franchement, s'ils prenaient ça pour faire... si l'Office du tourisme néo-zélandais prenait les images du Seigneur des Anneaux pour vanter la nature de leur pays, franchement, c'est super joli. Encore une fois, là, malheureusement, on voit moins, mais j'aime toujours autant les costumes des Nori, enfin des Harfoot, de Nori, Sadok et tout ça. Je trouve ce côté très allié à la nature, c'est super joli. Petit regret de ne pas avoir vu Disa sur cet épisode, dommage, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà, non, épisode plutôt cool, mais par contre il y a un truc finalement qui vient sur le tapis, c'est que finalement de mettre l'histoire de tout le monde, donc c'est-à-dire de Nori, de Arondir, de Numénor, le dernier c'est de Elrond et tout ça. En fait, il y a tellement d'histoires et tellement de matière qu'au final ça avance pas tant que ça. Par exemple, comme je vous ai dit, Nori, ça avance pas tant que ça. Numénor, c'était juste une espèce de aller-retour, oui, on y va pas, mais il y a ça, mais on y va, puis finalement ils y vont, quoi. Donc au final, en fait, ils étaient partis directement depuis le début de l'épisode 5, là. Ça n'aurait rien changé, ce qui s'est passé, n'a pas apporté grand chose. Elrond, comme je vous ai dit, c'était un peu plus intéressant. La partie de Arondir est déjà plus intéressante. On voit que vraiment il y a une avancée des orques et de leur leader. Donc voilà. Mais voilà, je comprends du coup pourquoi des fois dans certains épisodes jusqu'à maintenant on en avait par exemple un qu'on voyait pas. Il y avait 3 histoires et il en manquait une. Là ils ont mis les 4 et du coup peut-être que c'est pas la bonne idée. Donc voilà, pour en faire un petit bilan, épisode plutôt sympa. Encore une fois, c'est toujours aussi joli à regarder. Il y a, pour le coup, comme je vous ai dit, les warglass sont mieux faits que dans certains autres épisodes. À voir si c'est inégal, si c'est une évolution ou si c'est juste de l'inégalité, je sais pas.
Et voilà, je trouve que c'était 2 histoires intéressantes et 2 histoires où ça a plutôt un peu stagné, ouais, c'est un peu pédalé dans le yaourt. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Si vous avez une explication pour Celebrimbor et sa connaissance avancée du mithril, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et m'expliquer comment ça se fait. Ou si vous avez des questions, pareil, vous le mettez en commentaire, n'hésitez pas. Un petit pouce pour la vidéo, ça fait du bien à la chaîne et à la vidéo. Et puis vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, j'ai tout dit. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.